Ma famille m'a accusé d'avoir volé les 30 000 € du mariage de ma sœur qui pleurait. J'ai alors montré les captures d'écran de ses dépenses de luxe. 10 minutes plus tard, son fiancé lui a rendu sa bague et il est parti sans un mot. J'avais 27 ans le jour où ma famille m'a coincé dans notre vieux salon comme si j'étais un criminel. Mais pour vraiment comprendre comment on en est arrivé à ce moment, aux cris, aux accusations, aux larmes, il faudrait connaître quelque chose sur moi et, plus important encore, sur ma famille. Je m'appelle Romain, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai joué le rôle du calme, du décontracté, du gars qui ne cherche pas les ennuis. Je n'étais pas l'enfant chéri. Ce titre appartenait à ma sœur cadette, Laura, qui pouvait percuter une voiture dans une boîte aux lettres et être quand même félicitée pour avoir appris la résilience. Non, j'étais celui qui apprenait à rester discret, à éviter les problèmes et à ne jamais trop demander. Et pour l'essentiel, ça me convenait, jusqu'à ce que les choses changent. Nous avons grandi dans un quartier plutôt de classe moyenne, le genre d'endroit avec des fêtes de quartier annuelles et des pelouses trop arrosées. Mon père, un ancien pompier, était le genre d'homme qui gardait rancune comme des trophées. Et ma mère était l'épouse parfaite en apparence, jusqu'à ce que vous ne soyez pas d'accord avec elle. Et Laura était toujours le centre de l'attention. Depuis que nous étions enfants, elle avait cette façon de capter l'attention de tout le monde. Que ce soit un récital de ballet, des certificats d'honneur, souvent exagérés, ou des performances larmoyantes quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle faisait tourner toute la maison autour d'elle. Je ne lui en voulais pas au début. J'étais un enfant tranquille, plus intéressé par la technologie que par les trophées, et j'aimais mon espace. Mais avec le temps, c'est devenu impossible à ignorer. J'ai commencé à remarquer les petites choses quand j'ai eu 16 ans. Comme Laura qui recevait un tout nouvel iPhone pour son anniversaire, tandis que j'héritais d'un téléphone à clapet d'occasion avec un écran fissuré et la moitié des boutons qui fonctionnaient. C'est encore bon, disait maman. Ou quand j'ai été accepté dans l'université de mes rêves avec une bourse et que personne n'a même fait de gâteau. Mais quand Laura a été acceptée dans une université locale avec des frais de scolarité élevés et aucune aide financière, nous avons organisé une fête dans le jardin avec des guirlandes lumineuses et des biscuits personnalisés. C'est un grand moment pour ta sœur, disait papa. Sois heureux pour elle. Je l'étais, du moins j'essayais de l'être. Mais après l'université, j'ai travaillé dur, j'ai commencé un emploi à distance dans le conseil en informatique et j'ai commencé à économiser. Je ne m'en vantais pas. Je n'en ai même jamais parlé. Mais finalement, j'ai déménagé, acheté un appartement modeste dans une ville voisine et j'ai lentement commencé à construire une vie qui n'était pas axée sur les applaudissements ou la validation. Pendant ce temps, Laura a épuisé 3 stages, 2 offres d'emploi qu'elle a ignorées, et une petite entreprise éphémère de vente de bougies artisanales qui a d'une manière ou d'une autre coûté des milliers d'euros à mes parents en coût de démarrage. Pourtant, je visitais quand je pouvais. Les vacances, les anniversaires, le dîner dominical occasionnel. Je ne me suis jamais senti complètement le bienvenu, plus comme un invité toléré par politesse. Maman me posait des questions qui ressemblaient plus à des critiques. Toujours célibataire ? Tu ne penses pas qu'il est temps de te poser ? Tu travailles en ligne, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un vrai travail, si ? Et Laura, elle était toujours en train de faire défiler son téléphone, laissant tomber des remarques passives-agressives comme « ça doit être agréable de n'avoir aucune responsabilité ». Ou « waouh, certains d'entre nous ont de vrais stress, tu sais ». Je n'ai jamais mordu à l'hameçon. Je me disais que ça n'en valait pas la peine. Puis vint l'annonce. Laura allait se marier avec un gars nommé Julien. Il avait l'air bien, calme, poli, travaillait dans la finance. J'ai honnêtement pensé qu'elle allait peut-être enfin se poser, peut-être s'adoucir. Mes parents étaient ravis. Immédiatement, la maison s'est transformée en quartier général du mariage, tableau Pinterest, échantillon de couleurs, essai de traiteur, et le budget était exorbitant. Mes parents ont puisé dans leurs économies, et Laura s'en vantait ouvertement. C'est le mariage de leur seule fille, disait-elle en riant. Ils veulent que ce soit magique. J'ai demandé une fois à papa s'il pouvait vraiment se le permettre. Il m'a repoussé d'un geste de la main. Ne t'inquiète pas pour ça. On va gérer. À la fête de fiançailles, j'ai apporté un cadeau attentionné et j'ai félicité Laura, mais elle m'a à peine reconnu. Julien a semblé le remarquer et m'a fait un demi-sourire, comme s'il voulait dire quelque chose, mais a préféré s'abstenir. Cette nuit-là, alors que j'aidais à ranger les verres et les assiettes vides,
maman m'a pris à part et m'a dit, tu devrais penser à offrir quelque chose de plus significatif pour le mariage. Ta sœur fait tout le travail, après tout. J'ai cligné des yeux. Jean, quoi? Elle a haussé les épaules. Tu sais, une plus grande contribution, peut-être un chèque. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas contre-aidé, mais la façon dont elle l'a dit, comme si c'était attendu et non apprécié, m'a agacé. Pourtant, je suis rentré chez moi cette nuit-là et j'y ai réfléchi. Finalement, j'ai décidé d'offrir un cadeau généreux, peut-être quelques milliers d'euros, discrètement. Mais avant que je puisse en parler, tout a commencé à se défaire. Une semaine plus tard, papa m'a appelé à l'improviste. Romain, tu peux venir ce soir? C'est important. Il avait l'air tendu. J'ai demandé ce qui se passait, mais il a juste dit, c'est à propos du fonds de mariage. Quand je suis arrivé à la maison, c'était comme entrer dans une intervention. Maman, papa et Laura étaient tous debout dans le salon. L'air était lourd. Julien n'était pas là. J'ai à peine eu le temps de demander ce qui se passait avant que le visage de papa ne se durcisse et qu'il ne pointe le canapé. Assieds-toi. Je me suis assis. Maman a croisé les bras. Laura se rongeait les ongles, les yeux rouges. Papa n'a pas perdu de temps. Nous savons que c'est toi qui as pris les 30 000 euros. Mon estomac s'est noué. Quoi? Le compte de mariage, a dit maman, la voix tendue. Il est vide. Parti, a dit Laura, la voix cassée. Tout ça. J'allais faire les derniers paiements cette semaine pour le lieu, la robe, le fleuriste, et c'est parti. Qui d'autre a accès à part la famille? Je me suis levé. Vous pensez que je l'ai volé? La voix de papa était sévère. Tu as toujours eu des problèmes avec le fait que ta sœur reçoive plus d'attention. Ne le nie pas. Peut-être que tu pensais que cela nous donnerait une leçon. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'ai ri, un son court et incrédule, mais personne d'autre ne riait. Ils étaient sérieux. Mortellement sérieux. J'ai regardé Laura, m'attendant à ce qu'elle me défende au moins. Mais elle a détourné le regard, silencieuse. Montre-nous tes virements bancaires, a exigé maman. Tout de suite. Je l'ai regardé, puis papa, puis Laura. Je n'avais jamais été autant insulté de ma vie. Ma mâchoire s'est serrée, mon cœur battait la chamade, et lentement, j'ai mis la main dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour prouver mon innocence. Pas encore, mais pour vérifier quelque chose d'abord. J'ai ouvert un dossier que j'avais gardé pendant des mois. Quelque chose que je n'avais jamais eu l'intention d'utiliser. Des captures d'écran. Des dizaines. Tu vois, j'avais remarqué des choses. Des choses étranges. Au moment où Laura a annoncé son mariage, j'avais aidé papa à configurer le compte partagé qu'ils avaient créé pour gérer les fonds du mariage. Il était au nom de Laura, avec maman et papa liés pour les contributions. Et il se trouve que j'ai remarqué que Laura y accédait à des moments bizarres. Des retraits importants et elle n'était pas discrète sur ses dépenses non plus. Des stories Instagram de nouveaux sacs à main, des visites au spa, des marques de luxe et des concerts. Sans oublier les billets pour le festival qu'elle avait publiés mais rapidement supprimés. Je n'avais rien dit auparavant. Je me disais que ce n'était pas mes affaires. Mais maintenant il m'accusait de vol. J'ai lentement tourné l'écran vers papa. La première capture d'écran était un virement de 13 200 € vers une boutique haut de gamme, puis 1 500 € vers un spa de luxe. Puis 4 800 € pour un forfait week-end premium pour le festival. Le visage de Laura est devenu pâle et je n'avais même pas encore montré le pire. Mais avant que je puisse passer à l'image suivante, Julien est entré par la porte d'entrée. Ses yeux ont balayé la pièce. Il a jeté un coup d'œil au visage de Laura et a demandé doucement, « Que se passe-t-il » Papa a commencé à parler, mais Julien a levé une main. Non, laissez Romain parler. Alors, je l'ai fait. Et quand je suis arrivé à la dernière capture d'écran, celle où Laura transférait des fonds étiquetés, à compte pour le lieu, sur son compte personnel avant de les utiliser pour acheter un sac à main de 2 000 €. L'expression de Julien n'a pas changé. Il s'est tourné vers Laura. Julien n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait Laura, toujours froid,
comme quelqu'un qui observe un glacier craquer au ralenti, qui rendait le silence assourdissant. Il a regardé la dernière capture d'écran que je lui avais montrée, celle où 2000 € du fonds de mariage partagé avaient été détournés directement vers un paiement étiqueté « Chanel », boutique de luxe parisienne. Puis il a levé les yeux vers Laura de nouveau, plus lentement cette fois. Elle a ouvert la bouche, probablement pour inventer une sorte d'excuse, mais aucun mot n'est sorti. Ses lèvres tremblaient, sa main tremblait là où elle reposait sur la coudoir. Papa fut le premier à parler, et même lui semblait secoué. « Laura, est-ce vrai ?» Laura a secoué la tête trop vite. « Non, ce n'est pas ce que ça a l'air. » J'ai presque ri, non pas par humour, mais par pure incrédulité. « Vraiment, ai-je dit doucement. Parce que ça ressemble exactement à ce que c'est. Tu as vidé le fonds de mariage et tu l'as dépensé pour toi. » La voix de Julien a finalement coupé à travers. « Tu m'as dit que tes parents s'occupaient de tout, que tu gérais juste le compte. » Il l'était, a-t-elle claqué presque par réflexe. J'avais besoin de quelques trucs, Julien. La mâchoire de Julien s'est contractée. Ce n'était pas ton argent. C'était censé être pour notre mariage. Elle s'est levée alors, trop vite, faisant tomber le verre de vin vide sur la table basse. Je peux expliquer. Tu ne comprends pas à quel point j'ai été stressé, la pression, les attentes. J'avais besoin d'un exutoire. J'avais besoin d'un sac de créateur et d'un festival, ai-je dit d'un ton monocorde. Elle s'est tournée vers moi. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. Tout a toujours été facile pour toi. Tu es assis dans ton petit appartement avec ton travail tranquille et tes économies parfaites. Économie parfaite, ai-je répété. Tu veux dire celle que j'ai gagnée en ne profitant pas de papa et maman pendant 5 ans? Papa a levé la main. Assez. Mais ce n'était pas le cas. Pas pour moi. Plus maintenant. Je me suis tourné vers maman, qui était restée étrangement silencieuse tout ce temps, les yeux écarquillés mais les lèvres serrées. Tu savais, ai-je dit doucement, son regard a vacillé vers moi, puis s'est rapidement détourné. Je ne savais pas, a-t-elle dit prudemment. Je pensais juste que peut-être elle empruntait temporairement. Elle a vidé ce compte pendant des mois, ai-je dit, sortant une dernière capture d'écran, une que j'avais hésité à montrer. Elle ne provenait pas du fonds de mariage. Elle provenait d'un autre compte, celui de papa, un compte d'épargne privée qu'il avait créé il y a des années et qu'il avait lié par confiance lorsque Laura avait demandé de l'aide pour suivre les dépôts. 8500 € partis en l'espace de 3 semaines. De petits transferts juste sous le radar. Papa a fixé l'écran. Son visage a pris une teinte que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque part entre le choc et le chagrin. C'était pour les urgences, a-t-il dit doucement. La voix de Laura était mince maintenant, paniquée. J'allais le rembourser avec. Ce que tu ne gagnes pas, ai-je dit. C'est alors que Julien a reculé d'un pas. Tu m'as menti, a-t-il dit, plus doucement que je ne m'y attendais. Tu as dit que tu avais tout sous contrôle. Je l'avais, a-t-elle dit, la voix cassée. J'allais arranger les choses. Tu as utilisé notre argent de mariage comme ta tirelire personnelle. Je voulais juste que quelque chose se passe bien, a-t-elle murmuré. Julien a retiré la bague de fiançailles avec une lente précision et l'a tenue dans sa paume. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose de poétique, quelque chose de définitif. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a juste regardé une dernière fois, puis s'est retourné et est sorti par la porte d'entrée, et ça aurait dû être la fin. Mais ça ne l'a pas été, parce que dans les semaines qui ont suivi, je suis redevenu le méchant d'une manière ou d'une autre. Au début, il y a eu le silence. Une semaine sans SMS, sans appel, juste cet espace vide qui aurait dû sembler paisible, mais qui ressemblait plutôt à un nuage d'orage retenant son souffle. Puis sont venus les messages. D'abord de maman, tu as vraiment embarrassé ta sœur. Cela aurait pu être géré en privé. Puis de papa, nous avons perdu Julien maintenant. Tu aurais pu nous parler d'abord. Et enfin, Laura. Un mur de SMS qui a commencé par « Tu as ruiné ma vie » et qui s'est terminé par « J'espère que tu es heureux de toi ». Je n'ai répondu à aucun d'eux, mais je les ai tous lus encore et encore parce qu'une partie de moi, au fond, était toujours cet enfant qui voulait l'approbation de ses parents, qui voulait être vu, entendu, pas seulement toléré. Et même si je savais que j'avais raison,
même si j'avais les preuves, la vérité et la décence humaine de mon côté, il y avait toujours un goût amer dans ma bouche, comme si j'avais avalé une pilule amère de culpabilité qui ne voulait pas passer. 2 jours plus tard, maman a appelé. J'ai laissé sonner 5 fois avant de décrocher. Romain, a-t-elle dit, la voix tendue. Nous devons parler en personne. J'ai envisagé de dire non. J'aurais dû. Mais quelque chose en moi, la curiosité, le masochisme, a dit oui. Quand je suis arrivé, papa n'était pas là. Juste maman et Laura assises dans la salle à manger comme si elles attendaient un invité à des funérailles. Maman n'a pas perdu de temps. Laura traverse une période difficile. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être sous ce genre de pression. J'ai haussé un sourcil. Elle a volé 30 000 euros. Elle a emprunté. Elle a fait une erreur. Elle a menti à tout le monde, ai-je dit, luttant pour rester calme. Et vous m'avez tous blâmé. Laura a reniflé, adoptant ce regard blessé familier. J'avais peur. Je ne savais pas comment arranger les choses. Et puis tu m'as humilié devant Julien. Je lui ai montré la vérité, ai-je dit. Tu t'es humilié. Il y eut un long silence. Maman s'est penchée en avant, sa voix douce. Elle veut arranger les choses. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle a 30 000 euros à rendre? Maman a hésité. Nous pensions que peut-être tu pourrais aider. Et là, c'était ça, le moment, le point de rupture. Je l'ai regardé, stupéfait. Vous voulez que je rembourse l'argent qu'elle a volé? C'est un prêt, a-t-elle dit rapidement. Tu t'en sors bien. Tu as des économies. Ta sœur est vraiment mal en point en ce moment. Nous avons peur qu'elle puisse. Je me suis levé. Non. N'utilise pas ça contre moi. Laura a levé les yeux, le regard vitreux. Tu n'as aucune idée à quel point cela a été difficile. J'ai tout perdu. Non, ai-je dit, tu as perdu le mariage. Julien est toujours en vie. Tes perspectives d'emploi sont toujours ouvertes. Ta vie n'est pas finie. Mais tu ne peux pas tout brûler et t'attendre à ce que tout le monde reconstruise pour toi. Maman s'est levée aussi. Romain, s'il te plaît. Si tu tiens à cette famille. C'est ça, ai-je dit, soudainement calme. Je ne pense pas que cette famille ait tenu à moi depuis longtemps. Et je me suis retourné et je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi. Et pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas lourd. Il était mérité. Mais ce n'était pas la fin car quelques jours plus tard, j'ai reçu une notification. Laura avait publié une cagnotte en ligne. Trahi par mon propre frère. Aidez-moi à me remettre d'un désastre de mariage. Cœur brisé. La légende, une histoire larmoyante de vol, de traumatisme émotionnel et d'abandon par les gens que j'aime. Et sur la photo, une image d'elle en pleurs sur le canapé avec moi flou à l'arrière-plan en train de sortir. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle ne voulait pas le pardon. Elle voulait des abonnés. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, plus de silence. Plus rien laisser passer. Il était temps de rétablir la vérité. Mais pas avec un commentaire. Pas avec un SMS. Non. Si elle voulait une audience, je lui en donnerais une. Je n'ai pas répondu à la cagnotte. Ni publiquement. Ni en privé. Pas même quand elle a commencé à apparaître dans mes discussions de groupe ou quand des collègues m'ont envoyé des messages avec des variations hésitantes de « Et, c'est à propos de toi ». Je me suis contenté de rafraîchir la page toutes les quelques heures, regardant les chiffres grimper comme quelqu'un qui assistait à un accident de train au ralenti. Elle a récolté plus de 2000 euros la première semaine. Les gens ont tout gobé. L'histoire soigneusement rédigée, la photo floue d'elle en larmes, la tête dans les mains comme si elle pleurait un être cher au lieu des conséquences de ses propres actions. Sa légende était une leçon magistrale de culpabilisation passive-agressive. Des phrases comme « Mon frère s'est retourné contre moi. J'essayais juste de créer un beau moment pour ma famille. Et je ne m'attendais jamais à la trahison de quelqu'un d'aussi proche. » Elle peignait un tableau vivant de moi comme le méchant au cœur froid. Elle n'a jamais utilisé mon nom, bien sûr. Juste assez de détails pour que l'histoire se vende sans que cela ne se retourne légalement contre elle. Du Laura classique. Et les commentaires, ceux-là ont fait plus mal que je ne l'avais imaginé.
Les hommes feront n'importe quoi pour saboter le succès d'une femme. C'est pourquoi je ne fais pas confiance aux gens qui travaillent dans la technologie. Pas d'empathie. Ton frère semble jaloux. Reste forte, reine. Je ne connaissais pas ces gens. Ils ne me connaissaient pas. Mais pour une raison quelconque, leurs mots se sont logés dans mes côtes comme des éclats. J'aurais dû laisser tomber. Logiquement, je savais que c'était juste Internet qui faisait ce qu'il faisait de mieux. Choisir des camps en fonction des titres et des ambiances. Mais ça piquait quand même, surtout sachant que mes propres parents n'avaient pas dit un mot. Ni pour me défendre, ni pour clarifier, rien. Ce silence, c'était la vraie trahison. Pendant quelques jours, j'ai arrêté de travailler. J'avais toujours été doué pour compartimenter, pour garder ma vie personnelle à l'abri de mon monde professionnel. Mais quelque chose à ce sujet, cet assassinat public de mon personnage par ma propre sœur, a brisé le barrage. Je me suis retrouvé à fixer mon ordinateur portable, les doigts planant au-dessus du clavier, incapable de terminer une seule ligne de code. L'écran s'est brouillé. Mes pensées ont dérapé. Et si les gens commençaient à la croire? Et si cela me coûtait des clients? Et si elle gagnait? Je ne dormais pas bien. Je restais au lit, les yeux brûlants, rejouant le moment où Julien est parti. Le moment où maman m'a demandé de couvrir le vol. Le moment où j'ai réalisé qu'il ne me choisirait jamais. Pas à moins qu'il n'ait quelque chose à y gagner. Ce fut le moment où le poids m'a frappé. Pas seulement de ce qui s'était passé récemment, mais de tout. Les années passées à être ignorées, les obligations familiales à sens unique. La façon dont chaque conversation avec mes parents se terminait par une comparaison voilée avec Laura, comme si j'avais échoué dans la vie. Juste parce que je n'étais pas flashy ou bruyant. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai sérieusement envisagé de les couper. Pas de SMS, pas de visite, juste disparu. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Parce qu'une partie de moi, une paix meurtrie et tenace, n'était pas prête à disparaître. Pas avant de leur montrer qui j'étais vraiment. Pas avant de leur rappeler que le silencieux n'était jamais faible, juste patient. Alors, j'ai commencé petit. Première étape, sécuriser mon empreinte numérique. J'ai passé au peigne fin tous mes comptes de médias sociaux, augmenté mes paramètres de confidentialité, supprimé toute connexion qui pourrait mener au harcèlement en ligne. J'ai même contacté un ami en cybersécurité qui m'a aidé à effacer d'anciennes données personnelles des sites de recherche d'antécédents. Laura pouvait faire une crise de colère en ligne si elle le voulait, mais je n'allais pas lui donner plus de munitions. Deuxième étape, la thérapie. Oui, je sais que ça semble cliché, mais j'en avais désespérément besoin. J'avais toujours balayé l'idée. Je me disais que j'allais bien, que je n'avais pas besoin de parler de mon favoritisme d'enfance ou des subtiles blessures émotionnelles laissées derrière. Mais quand on est faussement accusé de vol et ensuite transformé en méchant de la campagne de financement de quelqu'un, oui, ça ouvre quelque chose. Mon thérapeute s'appelait David. Quarantaine, direct, sans fioriture. La première séance, je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste exposé les faits bruts, j'ai attendu qu'il me dise que j'exagérais ou que j'étais dramatique. Il ne l'a pas fait. Il a juste hoché la tête et a dit « Vous faites le deuil d'une famille qui ne vous a jamais vraiment vu ». Cette phrase m'a frappé si fort que j'ai failli partir, mais je suis resté et semaine après semaine, nous avons tout déballé. La façon dont j'ai toujours eu l'impression de devoir mériter ma place dans la pièce. La façon dont j'ai arrêté de parler à la maison parce que le silence était plus sûr que la moquerie. La façon dont j'ai inconsciemment choisi des emplois et des amitiés qui ne me demandaient pas trop parce que j'avais été entraîné à croire que l'attention n'était pas seulement rare, elle était conditionnelle. Il ne s'agissait pas de Laura qui volait 30 000 €. Il s'agissait de chaque petit moment ayant conduit à ce vol. Et pour la première fois, je ne balayais pas ça. Je ne rationalisais pas. Je ne les protégeais pas. Je guérissais. Troisième étape, la reconstruction. Je me suis replongé dans le travail. Non seulement parce que j'avais besoin de la distraction, mais parce que pour la première fois, je voyais mon travail comme quelque chose de plus qu'un salaire. J'y avais du contrôle. J'y avais de la valeur. Les clients m'écoutaient. Les collègues me respectaient. Et j'ai réalisé que je minimisais mon propre succès juste pour éviter de trop me démarquer.
Comme si j'admettais que je réussissais bien, cela déclencherait une sorte de contre-coup de la part des gens qui étaient censés m'encourager. Alors j'ai arrêté de minimiser. J'ai mis à jour mon site web, nettoyé mon portfolio, contacté d'anciens clients pour des témoignages. En quelques semaines, j'avais décroché 3 nouveaux contrats, des gros. L'un d'eux était pour une start-up technologique qui lançait une nouvelle application de productivité. Ils ont adoré mon style de conception épuré et m'ont offert le double de mon tarif habituel pour accélérer le projet. J'ai dit oui. J'ai acheté un nouveau bureau, un deuxième écran, des écouteurs anti-bruit. Pour la première fois, mon bureau à domicile ne ressemblait plus à un coin improvisé de ma vie. Il ressemblait à un quartier général, un centre de commandement pour quelqu'un qui croyait enfin qu'il méritait de prendre de la place. Je ne faisais plus seulement que survivre. Je m'élevais. Et toujours en arrière-plan, la cagnotte de Laura battait de l'aile. Elle postait des mises à jour de temps en temps, des choses dramatiques comme « J'ai dû annuler un autre rendez-vous pour le lieu aujourd'hui ». Toujours pas d'excuse de mon frère. Les commentaires se sont raréfiés. Les dons ont ralenti. Les gens ont perdu tout intérêt. Tant mieux, car pendant qu'elle continuait à inventer des histoires, je posais discrètement les bases de quelque chose d'autre. Je ne savais pas exactement quelle forme prendrait ma vengeance. Pas encore. Mais je savais une chose avec certitude. Elle ne serait pas mesquine. Elle ne serait pas impulsive. Elle serait chirurgicale, car les gens comme Laura ne craignaient pas les éclats de voix. Ils se nourrissaient du drame. Ils transformaient les conflits en sympathie. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas gérer, c'était l'exposition. La vérité froide et clinique délivrée au moment parfait, sans aucun endroit où se cacher. Alors j'ai commencé à collecter. Pas des captures d'écran. Pas cette fois. Des preuves. J'ai fouillé la présence en ligne de Laura, son historique sur une application de transfert d'argent, sa page professionnelle de l'époque où elle vendait des bougies. J'ai retracé les demandes de remboursement de clients en colère qui n'avaient jamais reçu leur commande. J'ai même trouvé un fil de discussion sur Reddit où quelqu'un l'accusait d'avoir escroqué un acheteur sur une application de vente de vêtements d'occasion pour un sac à main de 400 €. Tout était public, tout était horodaté. Puis j'ai fouillé la cagnotte. Selon les conditions d'utilisation, les campagnes frauduleuses pouvaient être signalées. Mais je n'étais pas encore prêt pour ça. Pas avant d'avoir tout. Et pendant que je construisais ce dossier, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Des gens m'ont contacté. D'anciens amis du lycée, une ancienne colocataire de Laura, même un ex-petit ami, ils disaient tous des variantes de la même chose. J'ai vu la collecte de fonds de ta sœur. Quelque chose n'allait pas. J'ai toujours su qu'elle était un peu manipulatrice, mais là, c'est un autre niveau. Tu mérites mieux. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. C'était la première fois de ma vie que je réalisais que je n'étais pas seul. J'avais des alliés, des gens qui voyaient au travers de la performance. Des gens qui me croyaient. Et c'est là que j'ai su que j'avais tourné la page. Pas seulement professionnellement, pas seulement émotionnellement, mais en termes d'identité. Je n'étais plus le silencieux. J'étais le sous-estimé. Et cela me rendait dangereux. Parce que la personne la plus dangereuse dans la pièce n'est pas celle qui crie. C'est celle qui a été silencieuse assez longtemps pour écouter, apprendre, planifier. Je n'allais pas laisser tomber. Je n'allais pas être la personne la plus indulgente. Mais je n'allais pas non plus devenir le monstre qu'ils avaient peint. Non, j'allais être quelque chose de pire. La personne qui expose exactement qui ils sont sans jamais élever la voix. La nuit où j'ai décidé d'aller de l'avant avec mon plan, je me suis assis devant ma configuration à double écran avec une tasse de thé vert et une feuille de calcul intitulée « Opération Clarté ». C'était ironique. J'avais passé toute ma vie à essayer d'éviter les drames familiaux, évitant les conflits comme les nids de poules sur une route de campagne. Maintenant, je traçais une stratégie en plusieurs étapes pour exposer les mensonges de ma sœur et, ce faisant, reprendre tout ce qu'elle avait essayé de m'arracher. Il ne s'agissait pas de vengeance par méchanceté. Il ne s'agissait pas de ruiner son mariage ou de l'humilier devant des inconnus. Cette partie était déjà faite par elle. Non, il s'agissait de la vérité. Une vérité publique pure, non filtrée. Le genre qui ne demande pas d'excuses. Le genre qui transforme les murmures en silence. Je devais être méticuleux.
Le côté émotionnel de moi voulait lui crier dessus, publier des preuves sur les réseaux sociaux, taguer son fiancé et chaque donateur de sa cagnotte. Mais le côté calme, celui aiguisé par la thérapie, la douleur et la patience, savait mieux. Je n'étais pas intéressé par le fait de gagner une querelle. Je voulais mettre fin à la conversation tout simplement. Premièrement, j'ai trié mes preuves en 4 catégories. 1. L'utilisation abusive des fonds. Virement du compte de mariage, y compris le sac Chanel à 2000 €, le forfait festival à 4800 € et plusieurs achats de luxe plus petits. Chacun avait une date, une source et une capture d'écran correspondante d'une publication sur les réseaux sociaux. Photos de Laura avec le même sac, selfies au spa, vidéos de concerts qu'elle avait tenté de supprimer. J'ai même récupéré des versions archivées d'un site de suivi Instagram, une fois sur Internet, toujours sur Internet. 2. Violation de la cagnotte. Sa collecte de fonds était remplie de manipulations émotionnelles, de demi-vérités et de mensonges purs et simples. J'ai recueilli chaque mise à jour, chaque commentaire auquel elle avait répondu avec des affirmations comme « Mon frère m'a tout volé », et j'ai noté les horodatages où elle utilisait des images recadrées ou mises en scène pour étayer son récit. Ensuite, je les ai comparés avec mes propres métadonnées, captures d'écran, SMS et la conversation complète de la nuit où elle a été exposée. J'avais même la réaction silencieuse mais indéniable de Julien, sortant la bague à la main, comme preuve implicite de sa culpabilité. 3. Escroquerie passée. J'ai recueilli des témoignages de personnes qu'elle avait lésées par le passé. Une ancienne colocataire qui avait dû payer un loyer lorsque Laura avait déménagé soudainement et ignoré le propriétaire. Une amie du lycée à qui elle avait emprunté de l'argent pendant l'université et qu'elle n'avait jamais remboursé. Une ancienne cliente qui avait essayé d'acheter des bougies et s'était fait livrer une boîte fondue de cire et de paillettes. J'ai proposé de masquer leurs noms. La plupart ont dit, pas besoin. Je veux qu'elle sache que ça vient de moi. 4. Guerre psychologique. La dernière catégorie était plus personnelle. Je n'en avais pas besoin pour la cagnotte ou à des fins légales, mais j'en avais besoin pour moi. Message de mes parents. Les SMS froids après le départ de Julien. La façon dont ils se sont ralliés autour de Laura sans jamais appeler pour demander comment j'allais. Le gaslighting émotionnel. La façon dont maman m'a regardé dans les yeux et m'a demandé de réparer ce que Laura avait cassé. J'ai aussi fait des captures d'écran de cela, non pas pour les publier, mais pour m'en souvenir, pour la clarté. Le dossier étant complet, je l'ai stocké sur un disque chiffré et je l'ai sauvegardé 2 fois. Une fois sur une clé USB cachée dans un tiroir de cuisine, et une fois dans un stockage en ligne sous un faux nom. Planification budgétaire 2023. Maintenant, j'avais besoin d'alliés, non pas pour attaquer, mais pour amplifier. J'ai d'abord contacté Julien. Il ne m'avait pas contacté depuis la nuit de son départ. Je ne lui en voulais pas. Sa vie avait implosé en temps réel et il avait toutes les raisons de disparaître. Mais je devais savoir où il en était. Alors j'ai rédigé un message court et respectueux. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Je ne l'ai pas encore dit, mais je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Je sais que tu ne veux probablement rien avoir à faire avec tout ça, mais si jamais tu as envie de parler ou si tu veux voir ce que j'ai trouvé, je suis là. Il a répondu 10 minutes plus tard. J'attendais que tu me contactes. Parlons. Nous nous sommes rencontrés dans un café local le lendemain matin. Il avait l'air différent, plus mince, un peu plus creux autour des yeux, mais plus clair aussi, comme quelqu'un qui avait jeté un poids qu'il n'avait même pas réalisé qu'il portait. Nous n'avons pas perdu de temps en petite conversation. Il a dit, elle a essayé de me texter la semaine dernière. Elle a dit que tu avais tout manipulé, qu'elle avait été piégée. J'ai souri. Du Laura classique. Je n'ai pas répondu, a-t-il dit. Je sais ce que j'ai vu, mais ce que je ne savais pas, c'est jusqu'où ça allait. Alors, je lui ai montré le dossier, les preuves organisées, les publications Instagram correspondantes. Son visage est resté calme pendant qu'il faisait défiler, mais à un moment donné, il s'est penché en arrière et a laissé échapper un long soupir. Elle n'a pas seulement volé de l'argent. Elle nous a tous bernés. J'ai hoché la tête. Je prévois de signaler la cagnotte, mais je veux le faire au bon moment. Julien m'a regardé longuement. Et si je t'aidais ? J'ai cligné des yeux. Tu irais témoigner. Elle a menti à tous ceux que je connais. Mes amis, ma famille. Elle m'a fait passer pour un idiot.
Si je peux être utile, utilise-moi. Je l'ai remercié. Nous avons échangé nos numéros. Il a accepté de rédiger une déclaration formelle si nécessaire. Et avant de nous séparer, il a dit, pour ce que ça vaut, tu n'es rien de ce qu'elle a décrit. J'ai souri. Toi non plus. Avec Julien à bord, je suis passé à la phase suivante. Le levier. Je n'essayais pas de détruire la vie de Laura. Je voulais juste que la vérité atteigne les gens qui avaient besoin de l'entendre. Et si possible, la laisser ressentir ce que c'était que de répondre de ses actes pour une fois. Mais avant de rendre les choses publiques, je voulais lui laisser le choix. Une dernière chance d'arranger les choses discrètement. Alors, je lui ai écrit un email. Laura, je sais que nous n'avons pas parlé depuis la collecte de fonds, et je ne m'attends pas à ce que tu répondes, mais je te donne une opportunité ici. J'ai des preuves que ta cagnotte était basée sur de fausses déclarations. Que tu as utilisé abusivement le compte de mariage. Que tu as manipulé notre famille, tes amis et le public. Tu peux appeler ça un malentendu. Tu peux dire que tu as paniqué. Ce n'est plus mes affaires. Ce qui est mon affaire, c'est que tu m'utilises comme un méchant pour collecter de l'argent sous de faux prétextes. Je te demande de retirer la cagnotte. De rembourser ce que tu peux. De publier de brèves excuses. Pas de détails nécessaires. Juste de l'honnêteté. Si tu fais ça, je m'en vais. Pas de publication, pas de signalement, pas d'exposition, juste la paix. Tu as 72 heures. Romain, a-t-elle répondu 11 minutes plus tard. Belle tentative. Tu penses que quelqu'un va te croire toi plutôt que moi. Le solitaire socialement maladroit qui parle à peine aux événements familiaux. Tu as toujours été jaloux. Ce n'est que ta petite fantaisie de vengeance. Parce que tu es amère. J'étais la préférée. Je ne te dois rien. Bonne chance pour jouer au héros. Personne ne regarde. C'était ça. Le dernier clou. Je n'ai même pas ressenti de colère en le lisant. Juste une confirmation. Confirmation que quoi que je fasse, aussi propre, gentil ou mesuré que je sois, elle me dépeindrait toujours comme le méchant parce que pour elle, la vérité était une menace. Alors, j'ai ouvert le portail de signalement des fraudes de la plateforme de financement participatif, j'ai joint tous mes fichiers, les preuves, les contradictions, les photos mises en scène, la déclaration écrite de Julien. J'ai soumis le rapport à 15h14 un jeudi. Le vendredi matin, la page avait disparu. Juste, 404 introuvables, pas d'annonce, pas de publication de Laura, rien. Elle a disparu des réseaux sociaux pendant 3 jours. Quand elle est revenue, son Instagram était verrouillé. Les commentaires désactivés. Son nombre d'abonnés avait chuté de plus de 2000. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste regardé. Puis est venu l'appel de maman. Numéro masqué. Directement sur la messagerie vocale. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ta sœur est dévastée. La page a disparu. Les gens posent des questions et elle dit qu'elle pourrait perdre son emploi à cause de ça. Tu as fait ton point. Rappelle-moi pour qu'on puisse parler de comment arranger ça. Je n'ai pas rappelé. Je me suis assis sur mon balcon, café à la main, et j'ai pensé à tout le temps que j'avais attendu pour être vu, pour être compris, pour être cru. Et maintenant que je l'étais, je ne voulais pas de leurs excuses. Je voulais ma paix. Mais je n'avais pas encore fini. Parce que ce que Laura ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que la phase finale n'avait même pas encore commencé. Elle a menti aux donateurs, aux amis, à son fiancé. Mais le pire, elle a menti aux gens au travail. Des gens qui pensaient donner à une femme abandonnée par son frère maléfique. Des gens qui lui ont envoyé de l'argent par gentillesse. J'avais des emails, des captures d'écran, une note déjà rédigée et à un clic de l'envoyer directement au service des ressources humaines de son entreprise. Mais j'ai fait une pause parce que peut-être, juste peut-être, il y avait une dernière carte à jouer. Un dernier moment pour la regarder dans les yeux et lui donner le même choix qu'elle avait refusé de me donner. La laisser voir la lame descendre avant qu'elle ne tombe. La laisser le sentir. Je lui ai donné une dernière chance, non pas par miséricorde. Maintenant, la miséricorde était depuis longtemps hors de question, mais parce que je voulais qu'elle ressente le poids de savoir, la lente et insidieuse réalisation que tout ce qu'elle avait construit à partir de mensonges s'effondrait.
Et que je n'étais pas le même frère passif qu'elle pouvait manipuler avec quelques larmes et un sentiment de culpabilité. Je lui ai envoyé un SMS depuis un nouveau numéro. Pas de salutation, pas de menace, juste une photo. C'était la politique de code de conduite des employés de son entreprise avec un cercle rouge autour de la section qui disait « Toute utilisation abusive des campagnes de financement public à des fins personnelles qui pourraient nuire à la réputation de l'entreprise sera passible de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement ». En dessous, j'ai écrit « Les RH ne savent pas encore, mais elles le sauront si je ne vois pas de vraies excuses. » Public, honnête, sans fioriture. J'ai attendu. 5 minutes se sont écoulées. 10. Puis mon téléphone a vibré. Tu bluffes. Puis un autre. Tu ne ferais pas ça à ta propre sœur. Et enfin, tu es pathétique. Tu as toujours été jaloux de moi, et tu le es toujours. 3 messages. Même schéma. Détournement, manipulation, rage. Elle n'a jamais appris. Alors, j'ai envoyé l'email. Je l'ai fait court et professionnel. J'ai joint les captures d'écran pertinentes, sa collecte de fonds, les fausses déclarations, la façon dont elle a nommé son entreprise comme soutien dans ses mises à jour pour gagner la confiance des donateurs. J'ai expliqué que je signalais en tant que personne mal représentée dans sa campagne publique et j'ai demandé l'anonymat en tant que tiers. Je n'ai pas demandé de punition. Je n'ai même pas suggéré de conséquences. J'ai juste dit la vérité. Le lundi matin, elle a été licenciée. Julien me l'a dit. Apparemment, elle l'a appelé en pleine hystérie, sanglotant, disant que j'avais ruiné sa carrière et que je lui avais tout pris. Mais je ne l'avais pas fait. C'était elle. J'ai simplement allumé les lumières. Les retombées se sont propagées rapidement. Son petit coup de cagnotte avait été vu par plus de gens que je ne l'avais réalisé. Des collègues, des amis, même des connaissances de l'université. Les commérages se sont répandus dans les discussions de groupe et les messages privés comme une traînée de poudre. Son compte Instagram est redevenu sombre et quelqu'un a fait une capture d'écran d'une publication sur son application de transfert d'argent où elle avait écrit « Je suis harcelé et traqué par mon frère. Si quelque chose m'arrive, c'est de sa faute. » C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle allait essayer de retourner le récit. Alors, j'ai fait quelque chose de préventif. J'ai posté un seul fil de discussion sur Reddit, anonymement. Pas de nom, pas de détails identifiants, juste un compte rendu factuel et émotionnellement honnête de tout, le fond de mariage, les accusations, la cagnotte, les preuves, le silence de mes parents. Je l'ai téléchargé sur Parents égocentriques sous le titre « Ma sœur m'a accusé d'avoir volé son argent de mariage ». Puis j'ai découvert qu'elle l'avait utilisé pour un festival. C'est devenu viral en 24 heures. Les gens l'ont partagé, l'ont crié, l'ont commenté par milliers. Et dans le fil de discussion, je ne l'ai jamais insulté. Je n'en avais pas besoin. L'histoire parlait d'elle-même. Et c'est alors que quelque chose de fou est arrivé. Quelqu'un de son ancien travail, quelqu'un qui avait fait un don à sa cagnotte, a vu la publication et a commenté, confirmant qu'ils avaient reçu un email à l'échelle de l'entreprise concernant son départ en raison d'une enquête interne. Ils n'ont pas nommé son nom, mais il n'a pas fallu être un génie pour relier les points. En 2 jours, Laura a désactivé tous ses comptes. Plus de vie organisée, plus d'audience, juste le silence. Quant à mes parents, il leur a fallu une autre semaine pour me contacter. Cette fois, papa m'a appelé lui-même. Sa voix était rauque. Pas en colère, fatigué, peut-être pour la première fois. Genuinement fatigué. Ta mère a beaucoup pleuré, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. Elle a l'impression que nous vous avons tous les deux laissé tomber. Ça a piqué. Pas de la façon dont il pensait que ça piquerait. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était du ressentiment, parce que ce n'est que maintenant, après que le monde ait vu qui Laura était vraiment, qu'ils ont commencé à remettre en question les histoires qu'ils avaient crues pendant des décennies. Je voulais dire que nous sommes désolés, a-t-il ajouté. L'êtes-vous, ai-je demandé. Silence. Elle vous a volé 30 000 €, ai-je dit. Elle a menti à tout le monde. Vous m'avez blâmé sans hésitation. Vous n'avez commencé à écouter que lorsqu'elle a tout perdu. Cela ne ressemble pas à de l'éducation. Cela ressemble à de la gestion des dégâts. Plus de silence. Alors, tu as raison.
J'ai laissé les mots en suspens. Pour une fois, je n'ai pas ressenti la pause. Je n'ai pas essayé de le mettre à l'aise. Je n'ai pas offert de réconfort. Finalement, il a reparlé. Si tu es d'accord, nous aimerions parler en personne. Mettre les choses au clair. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je ne l'ai pas encore fait. Et honnêtement, je ne sais pas si je le ferai, car dans les semaines qui ont suivi, quelque chose d'étrange s'est produit. La paix. Je n'y étais pas habitué. Au début, c'était trop calme, comme si j'attendais une tempête. Mais ce n'était pas une tempête. C'était la liberté. Je dormais mieux. Je riais davantage. J'ai renoué avec d'anciens amis. Je suis allé faire de la randonnée pour la première fois depuis des années. J'ai même réservé un voyage à Nice juste comme ça. Je ne consultais plus mon téléphone de manière obsessionnelle. Je ne remettais plus en question chaque SMS de ma famille. J'ai enfin vécu sans cette subtile tension qui me rongeait. Et Julien, il a commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, une enseignante. Il semblait heureux. Il m'a envoyé un SMS un soir. Merci de m'avoir montré la vérité. Je ne sais pas comment je ne l'ai pas vu avant. J'ai simplement répondu, quand on est dans l'histoire, il est difficile d'en lire la fin. Je n'ai jamais vraiment voulu me venger. Je voulais juste que la vérité ait du poids, et elle en a eu. Laura a perdu son emploi, sa crédibilité, son identité en ligne soignée. Elle a dû s'asseoir dans les décombres qu'elle avait construits de ses propres mains. Et moi, je n'ai pas seulement obtenu justice. J'ai retrouvé ma vie. Mon nom, ma voix, ma paix, et personne, ni ma sœur, ni mes parents, ni un millier de commentaires de cagnotte, ne pourra jamais me les reprendre. Le silencieux a enfin parlé, et le silence qui a suivi a été la chose la plus bruyante qu'ils aient jamais entendue.